Bienvenue dans l'unité d'enseignement Electrical Drive, qui se traduit par entraînement électrique de l'ECAM et qui est destiné donc aux étudiants de première master en électromécanique, en automatique et en électronique. Sachant que les étudiants en automatique auront un complément où on va pouvoir modéliser les systèmes d'entraînement dans Simulink dans le cadre d'une autre UE, et que les électroniciens ont une version allégée de cette activité. Alors, on va commencer tout de suite par définir ce qu'est l'entraînement électrique. Donc finalement, c'est un dispositif qui est constitué de plusieurs parties, avec comme élément central la machine électrique bien sûr, avec l'entraînement d'une charge déterminée. Donc là, on passe au niveau de la mécanique, via une transmission mécanique, donc qui est généralement un réducteur, puisque les machines électriques tournent à des vitesses relativement élevées. Alors pour que l'entraînement électrique puisse fonctionner correctement, vous avez la pièce maîtresse qui est le drive, donc le variateur, qui va permettre de piloter la machine électrique dans sa meilleure plage de fonctionnement, et donc le piloter en vitesse, et en fonction de la technologie de machine, on va pouvoir essayer d'avoir le drive le plus adapté. Dans le drive, on retrouvera la partie puissance, et puis la partie intelligente, qui sera la partie ici informatique ou micro-informatique, qui est constituée d'un FPGA ou d'un processeur qui permettent de donner les consignes à la partie puissance pour piloter le moteur dans les meilleures conditions possibles. Alors c'est une matière qui est très pluridisciplinaire, puisqu'on va aussi traiter ici des capteurs, donc les capteurs de position, les capteurs de vitesse, les capteurs de couple, etc. Et puis vous pouvez votre drive l'interfacer pour pouvoir travailler à distance ou en local via une interface aux machines. La source d'alimentation sera capitale aussi, puisque c'est elle qui va en partie définir l'électronique de puissance que vous avez besoin pour pouvoir transformer les signaux de tension courant de la source pour piloter le moteur. Alors quelques exemples. Donc si vous prenez la traction ici, donc on a le métro que vous connaissez bien, avec la dernière génération de métro ici, qui est doté d'un moteur asynchrone, sachant que vous avez au niveau du rail une tension de 900 volts continue pour le métro. Comment est-ce qu'on fait pour avoir à partir de cette tension-là une tension variable pour piloter le moteur asynchrone, qui est triphasé, alternative bien sûr. Donc il va pas falloir passer par cette électronique de puissance contrôlée pour pouvoir faire la conversion souhaitée. Alors si vous prenez le train grande vitesse, donc avec le Thalys, là c'est encore un peu plus compliqué, puisque vous avez différents niveaux de tension au niveau de la caténaire, avec des tensions de 25 000 volts AC, du 3000 DC, du 1500 DC, du 15 000 AC en 16 Hz de tiers. Et donc ça c'est des niveaux de tension que le Thalys va rencontrer lorsqu'il va traverser les différentes régions, les différents pays. Et donc il faut que l'électronique ici soit capable, quel que soit le niveau de tension à l'entrée, de piloter les moteurs, et en l'occurrence ici des moteurs avec des puissances assez importantes, puisqu'on a 8 moteurs de 1,1 MW. Donc là évidemment la partie électronique ici, elle doit être relativement robuste, simplement d'abord vu le niveau de puissance, mais aussi parce que l'électronique est à bord d'un train qui se déplace à grande vitesse, et donc il y a des vibrations, il y a de la chaleur, etc. Alors un deuxième exemple, donc dans la production, donc vous avez ici une machine de production avec toute une série de mécanismes qui vont devoir être actionnés, et donc là on rentre dans le monde des actionneurs, qui ne sont rien d'autre que des machines électriques, mais qui vont être utilisées dans le cadre de l'asservissement de position. Et on appelle souvent cette partie-là donc le motion, donc des petits moteurs qui vont vraiment avoir des missions de positionnement. Et dans une chaîne de production, on se doute bien qu'ils seront nombreux. Alors vous avez aussi une application ici, par exemple, qui a l'air a priori d'être en service continu, c'est-à-dire que vous avez un moteur qui est alimenté en direct pour un broyeur. Voilà, on peut également le piloter en vitesse via le variateur de fréquence, donc ça dépendra un petit peu de ce qu'on veut faire.
Et puis oui, généralement aujourd'hui toutes les applications sont quasiment en variation de vitesse, hein. Les régimes continus sont relativement rares. Et puis vous avez ici un exemple d'enrouleuse dérouleuse dans la fabrication du papier, donc où vous devez entraîner des tambours pour pouvoir, tout en gardant une interface aux machines, éviter le bourrage du papier. Donc il va falloir contrôler le papier, le rouler à une certaine vitesse. Si ça va trop vite ou que le couple est trop fort, on risque de déchirer le papier, et au contraire, si c'est trop lent, on risque de ne pas tendre le papier et donc de faire une boule de papier, d'avoir un bourrage. Donc là on se rend bien compte de l'intérêt d'avoir un asservissement de vitesse et de couple. On y reviendra plus loin. Donc ici vous avez une quatrième illustration avec un mécanisme beaucoup plus petite puissance. On est de l'ordre ici de quelques dizaines de watts. On a une transmission un peu particulière avec une vis sans fin et un déplacement ici d'une charge qui est dans un mouvement linéaire. Ouais, donc c'est une manière de transformer finalement le mouvement de rotation en déplacement linéaire. Il y a d'autres mécanismes comme les moteurs linéaires. Vous avez une supervision ici sur le PC, vous avez une alimentation électrique et vous avez le contrôleur ici qui va permettre de faire la conversion entre la tension DC qu'il reçoit et la tension pour pouvoir piloter la machine électrique ici. Troisième exemple, donc vous avez le levage, une application que j'aime bien parce que c'est un couple qui est constant en fonction de la vitesse, et donc c'est une application qui est relativement facile à comprendre, qui nous simplifie un peu la vie. Alors ici c'est l'ascenseur de Strepy, où vous avez un bateau qui va arriver sur le canal inférieur, il doit repartir sur le canal supérieur. Donc le bateau entre ici, va rentrer dans un bac qui est plein d'eau. Vous voyez ici les différents bateaux qui sont rangés, et on va monter par les différents câbles qui sont ici, le bac, l'eau et le bateau. Et les personnes par la même occasion. Et donc vous avez ici des énormes poulies qui vont pouvoir enrouler vos câbles et faire monter le bac à bateau, moyennant bien sûr un contrepoids puisque la masse ici fait 8000 tonnes. Et donc vous avez également un contrepoids de 8000 tonnes. Donc la différence finalement que le moteur doit reprendre via un arbre de synchronisation ici, parce que bien sûr on ne peut pas décider de monter plus vite ou moins vite d'un côté que de l'autre. Donc vous avez un arbre de synchronisation et le moteur est chargé finalement de reprendre la différence entre les poids des câbles, d'un côté ceux qui sont liés au bateau et de l'autre côté ceux qui sont liés au contrepoids, et en fonction de là où il y a la plus grande longueur de câble, finalement la machine va travailler en moteur ou en générateur. Donc là aussi vous avez une application à piloter en vitesse avec des grandeurs qui sont quand même assez intéressantes, et un mouvement qui doit être uniforme et doux bien sûr pour les personnes. Donc on est dans le monde ici du levage, on peut englober là-dedans tout ce qui est pont roulant, ascenseur classique, voilà, tout ce qui est vraiment dans l'idée de vaincre la gravité pour monter et descendre les personnes. Alors au niveau des exigences qu'on pourrait demander pour un entraînement électrique, voilà un petit exemple qui dit oui, vous pouvez avoir une application toute simple en régime continu, mais vous pouvez aussi avoir des applications qui demandent une dynamique très importante. C'est le cas ici du pendule inverse que les automaticiens rencontreront souvent comme application, qui est quand même assez une application phare de l'automatisation. Et donc vous avez ici une masse sur la partie supérieure, et donc vous avez ici la base, et donc finalement c'est un pendule inversé. Et le but c'est d'essayer de maintenir la masse dans sa position d'équilibre instable supérieure. Donc si la masse a tendance à descendre ici vers la gauche, il faudra que le support puisse se déplacer vers la gauche. C'est un peu comme si vous aviez un manche de brosse sur la paume de votre main, une brosse à l'envers, et que vous essayez de maintenir la brosse dans sa position d'équilibre. Donc on va le voir ici. Voilà, donc on va solliciter la masse pour essayer de la faire tomber, mais le robot réagit pour toujours la maintenir dans sa position verticale. Alors vous avez ici une technologie un peu particulière de moteur, qui est un moteur linéaire, parce que vous avez des aimants qui sont placés dans le fond ici, et puis vous avez les bobines qui sont sur la partie mobile. Donc c'est comme si vous aviez ouvert finalement une machine électrique, et que vous l'aviez déroulée, mais ça fonctionne. Donc c'est ce qu'on appelle les moteurs linéaires. Donc c'est une manière aussi d'avoir un déplacement
en translation plutôt qu'un mouvement en rotation. Donc ça, c'était une dynamique élevée. Donc là, un petit clin d'œil pour les automaticiens qui seront plus concernés par ces applications-là. Une deuxième exigence qu'on pourrait avoir, et qui est de plus en plus importante aujourd'hui évidemment, c'est d'avoir un rendement le meilleur possible dans votre système de conversion, aussi bien le variateur que votre machine. Et donc aujourd'hui, on s'intéresse à des moteurs bien sûr qui sont de plus en plus efficaces, donc qui ont un rendement qui sont les meilleurs possibles. Les normes de rendement ont d'ailleurs changé il y a quelques années, et donc on est passé sur des normes IE1, IE2, IE3, on parle déjà aujourd'hui de la norme IE4, voire de la norme IE5, et donc cette norme, au fait, précise le niveau de rendement que doit pouvoir atteindre la machine en fonction de sa puissance nominale. Donc si vous avez un moteur ici par exemple de 110 kW, c'est là qu'on aura intérêt à aller chercher les points de rendement, et là vous êtes obligé d'être aujourd'hui minimum en IE3, avec 95% de rendement. Donc bien sûr, plus la puissance est grande et plus on a intérêt à trouver des points de rendement, puisque la dissipation sur un moteur de 100 kW avec un rendement de 95%, c'est environ 5 kW. Donc ça, c'est de l'énergie qui est perdue inutilement, et donc c'est là qu'on aurait tout intérêt à aller se tracasser du rendement. Bon, bien sûr, plus la machine est petite et plus sa puissance est petite, et moins on va pouvoir aller chercher des rendements qui sont très importants. Il y a aussi quand même un minimum de contraintes de fabrication, et donc on a une norme qui décroît ici avec le rendement. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a quasiment terminé, je vais dire, un transfert de type de machine. On en avait des machines à courant continu à excitation bobinée, mais aujourd'hui on se dirige quasiment un peu partout vers en tout cas des moteurs asynchrones, et en tout cas des moteurs à courant alternatif, voire des moteurs synchrones à aimant permanent, donc les PMSM, Permanent Magnet Synchronous Machine, qui sont des machines qui ont des rendements très intéressants grâce aux aimants permanents, qui remplacent finalement l'excitation bobinée. Donc aujourd'hui on est à peu près à les 5% de machines synchrones à aimant permanent. On aurait à peu près 80% au moins de moteurs asynchrones, et puis on retrouve peut-être encore dans quelques applications des moteurs de puissance à courant continu, à excitation bobinée, mais c'est relativement rare. Alors ici vous avez un autre petit exemple qui montre l'intérêt de l'efficacité énergétique dans le monde qu'on connaît actuellement, où les contraintes énergétiques sont importantes et deviennent la priorité. Alors ici vous avez une petite caractéristique avec la hauteur manométrique d'une pompe. Vous avez le débit en abscisse, et donc cette pompe, au fait, a un point de fonctionnement ici pour un certain débit de 10 à 18 mètres cubes heure, et a besoin ici d'une hauteur manométrique de 22-23. Bon, on aimerait bien faire travailler la pompe à plus petit débit, on va réduire le débit, et donc on propose de comparer deux choses. La première, ce serait de travailler avec un système de réduction de section pour réduire le débit. Donc c'est un système tout à fait mécanique. Et donc en réduisant la section, qu'est-ce qui va se passer? On va changer la caractéristique de la tuyauterie. Elle était initialement celle-là. On passe sur une caractéristique de tuyauterie qui est celle-ci, du fait qu'on a été mettre une réduction de section. Et on va passer donc pour la même pompe qui travaille dans ces mêmes conditions, on reste sur la même caractéristique de pompe, on va passer du point B vers le point A. L'autre possibilité, ce serait de dire à la pompe, on se calme, on réduit la vitesse, et donc on met un variateur de vitesse à l'entrée de la pompe. À ce moment-là, on n'a pas changé la caractéristique du réseau, mais on a changé de caractéristique de la pompe en la faisant travailler à plus basse vitesse via le variateur. On passe donc sur cette caractéristique-ci, et donc la réduction du débit ici se fait en passant du point B vers le point C et plus du point B vers le point A. Alors quelle est la différence entre les deux cas? Là vous êtes avec la réduction de section, ici vous êtes avec la variation de vitesse. Et si vous regardez l'air qu'il y a sous le point, ici, en dessous du point A, comparé avec l'air en dessous du point C, vous avez dans cet air qui correspond à la puissance, c'est le produit ici de la hauteur manométrique avec le débit, donc vous êtes dans des unités de puissance, et donc la puissance appelée bien sûr est beaucoup plus petite si vous avez diminué la vitesse sur le variateur, plutôt que si vous avez
fait ici faire tourner votre pompe à fond et puis la faire passer l'eau dans une réduction. Donc c'est assez logique que vous allez consommer moins de puissance avec le variateur de vitesse. Malheureusement c'est pas comme ça partout, et donc c'est intéressant vraiment aujourd'hui dans les applications qu'on dit quadratiques avec la vitesse, d'essayer d'aller mettre un variateur de fréquence pour des questions d'efficacité énergétique. Alors on a parlé donc de l'exigence de l'efficacité énergétique, de la dynamique élevée, et il y a une troisième exigence ici qui est très importante aujourd'hui actuellement aussi, c'est les conditions spéciales, donc les conditions dures, donc c'est ce qu'on appelle l'environnement sévère. Alors l'environnement sévère, ça peut être par exemple parce que vous allez mettre un système d'entraînement à bord d'une station spatiale ici, dans l'espace. Bon là comme il n'y a pas d'air pour le refroidissement de votre convertisseur, ça va être difficile. Donc il va falloir prévoir quelque chose pour pouvoir tenir compte de l'effet de la température extérieure. Vous êtes aussi en plein rayonnement solaire, donc vous pouvez capter l'énergie du soleil dans vos panneaux, mais vous avez besoin de faire une conversion entre la source un peu particulière pour alimenter vos différentes machines aussi. Lorsque vous allez mettre que la fusée va décoller, vous imaginez là aussi l'électronique qui est à bord, ce qu'elle va subir comme vibration et comme choc, notamment au moment où il y a une partie qui va se détacher et qu'il y aura une explosion à bord de la fusée pour pouvoir détacher la partie qui reste sur Terre. Et donc à ce moment-là, l'électronique de puissance, là, elle subit aussi des contraintes assez particulières. Et donc il y a des entreprises comme Alstom, Thales, Gemaelec à Louvain, qui essaient d'étudier l'électronique de puissance dans des conditions très particulières. On parlait tantôt de l'électronique à bord du train, l'électronique à bord dans l'espace c'est encore autre chose, c'est un autre exemple. Et donc c'est pourquoi il y a d'ailleurs des préoccupations au niveau politique, mais aussi au niveau des entreprises, pour essayer de répondre à une demande en ingénieur au niveau de l'électronique de puissance, appelée ici aussi électronique de l'énergie. On pourrait même dire que c'est l'électronique de puissance en environnement sévère, parce qu'on veut toujours atteindre des plus grandes puissances, on veut atteindre des plus hautes températures, on veut pouvoir vérifier la tenue aux vibrations. Voilà, donc ça c'est tout ce qui est environnement sévère, et il y a une formation qui a lieu maintenant depuis quelques années à Charleroi, qui vous permet de faire une sorte de master complémentaire dans cette voie-là. Donc c'est un des débouchés bien sûr de l'activité ici. Alors c'est parti, on va étudier ici les différentes parties de l'entraînement électrique, hein. Donc on va essayer de faire un gros résumé de toutes les notions indispensables pour pouvoir attaquer la matière. Et donc je vais prendre chacun des éléments de notre schéma récapitulatif ici et regarder un petit peu ce qu'on est susceptible d'avoir. Alors si on regarde d'abord au niveau de la source, c'est peut-être le plus facile. Soit vous avez généralement des applications industrielles sur le réseau en 230 volts monophasé, en 3x 230 volts, en 3x 400 volts, avec en l'occurrence par exemple ici des prises assez standardisées pour les niveaux industriels. Et puis vous avez les alimentations à découpage qui seront utilisées principalement pour les petits mécanismes. Et puis vous avez les batteries, hein, de plus en plus aujourd'hui on va retrouver des batteries comme la batterie Tesla au niveau résidentiel, et c'est avec elle qu'il va falloir compter pour pouvoir développer l'électronique de puissance qui lui est associée. Et puis alors vous avez aussi des réseaux un peu particuliers, hein, comme vous avez dans la traction ferroviaire, où là c'est le pantographe qui va venir ici frotter sur la caténaire pour pouvoir prendre la tension et l'amener vers les différents convertisseurs. Alors au niveau des machines, l'unité d'enseignement électrotechnique est bien sûr un prérequis à cette unité d'enseignement. Donc je récapitule ici les différentes notions, les différents types de machines qu'on pourrait rencontrer et pour lesquelles on doit prévoir de l'électronique de contrôle. Donc la plupart des machines électriques, à 99% aujourd'hui, travaillent sur la conversion électromagnétique et donc utilisent le flux comme vecteur entre la partie électrique et la partie mécanique. On peut retrouver des machines à courant alternatif ou des machines à courant continu. Les machines à courant alternatif travaillent avec des champs qui sont tournants, alors que les machines d'essai travaillent des champs qui sont fixes.
Dans les machines à courant continu d'abord peut-être, on va retrouver les machines à aimant permanent et les machines à excitation bobinée avec des excitations qui sont de type série, shunt, indépendante, compound, etc. Donc ces machines-là, ici aujourd'hui, on ne va quasiment plus en parler. Par contre, les machines à aimant permanent pour des faibles puissances existent encore bel et bien et sont fort utilisées, par exemple dans les petits dispositifs au niveau biomédical. Donc vous avez ici un petit exemple de moteur Maxon Motor qui doit faire 10-20 watts. Donc c'est une technologie aimant permanent pour essayer évidemment de ne pas avoir toutes les contraintes liées à un bobinage à l'intérieur. Le bobinage qui est quand même source d'ennui et de manque de fiabilité puisque finalement vous avez quand même un enroulement, donc ça chauffe, vous avez vous devez fixer ce bobinage, il est soumis aussi à des températures importantes, alors que l'aimant, lui, je veux dire, il est assez robuste. Bon, il présente d'autres inconvénients, bien sûr, comme on l'avait déjà vu, c'est que vous ne savez pas régler le champ de l'aimant, alors que si vous avez un enroulement, il suffit de modifier le courant pour modifier le champ magnétique à l'intérieur. Donc voilà une technologie ici, aimant permanent, courant continu. Comment est-ce que je sais que c'est du courant continu? Parce qu'il est caractérisé par son système collecteur-balai. Donc le collecteur qui est ici solidaire du rotor et les deux balais qui sont fixes. Et à chaque passage ici de la ligne neutre géométrique, vous avez une inversion du sens du courant dans les enroulements du rotor pour pouvoir produire le bon pôle, donc le pôle ici par exemple nord, lorsque je vais rencontrer un pôle sud. Alors il y a une petite erreur dans l'animation, je l'ai quand même mis parce que elle est quand même très jolie. La seule petite erreur, c'est que la ligne neutre géométrique, elle n'est pas verticale ici, mais elle est ici horizontale. D'accord? C'est la ligne entre deux pôles, et donc c'est sur cette ligne-là qu'on est censé retrouver les différents balais et la commutation. Pour que tous les enroulements qui soient ici sur la partie au-dessus soient toujours nord, et tous les éléments qui sont sur la partie inférieure soient toujours sud. Pour avoir la traction nord-sud, stator-rotor. Donc je disais que c'est des champs fixes, bien sûr, puisque ici, si vous regardez l'aimant sur le stator, c'est assez évident que c'est un champ qui sera fixe. Ici, vous regardez sur le rotor, grâce au système collecteur-balai, comme vous avez toujours le nord au-dessus et le sud en dessous, vous aurez également un champ magnétique produit qui est fixe, et ici qui est dirigé au sein de la machine, horizontalement, et qui se refermera par la culasse ici. Mais en tout cas, le champ magnétique ne tourne pas. On dit qu'il est stationnaire. Alors on va maintenant du côté des machines à courant alternatif, donc là qui sont à champ tournant. On voit bien déjà les deux champs qui tournent ici, si vous avez du nord-sud, on voit qu'il est tournant. Ici aussi, vous avez du nord-sud sur l'aimant, il est tournant. Aussi bien sur le rotor que au niveau du stator, où là aussi on voit que les pôles rouge et vert tournent. Alors deux grandes catégories, la machine asynchrone, qui sera la machine la plus fréquente, et la machine synchrone à aimant permanent. On peut retrouver aussi des machines synchrones à excitation bobinée, mais pour la même raison qu'ici, elles sont très rares. Aujourd'hui, si vous voulez un exemple de machine synchrone à excitation bobinée, c'est ce qu'on va retrouver dans certains trains à grande vitesse qui datent des années 90, où on utilisait des systèmes qui sont un peu propre à cette excitation bobinée, mais aujourd'hui on aurait tendance à remplacer par des aimants permanents, parce qu'on n'avait pas à l'époque des aimants permanents de ce niveau de puissance. Bon, donc si je commence par exemple la machine asynchrone, vous pouvez l'avoir en monophasé, en triphasé, vous pouvez avoir un rotor à cage ou un rotor bobiné. Les rotors bobinés, pour la même raison qu'ici et là, ne sont plus utilisés aujourd'hui. Donc généralement vous retrouverez une machine asynchrone triphasé à cage qui a cette configuration-là bien particulière. Alors, faut pas la confondre avec la machine industrielle ici, qui est une machine synchrone à aimant permanent. Donc, MSAP, c'est en français, machine synchrone à aimant permanent. La traduction en anglais, c'est PMSM, Permanent Magnet Synchronous Machine. Et on les appelle aussi parfois les BLDC, donc les moteurs brushless. On les appelle aussi les moteurs EC. Alors ce sont en fait au niveau du principe physique donc toutes les mêmes machines parce qu'elles vont travailler avec du triphasé au niveau du stator et des aimants au niveau du rotor. Donc au niveau topologie c'est la même chose. Alors pourquoi est-ce qu'il y a plein de terminologies comme ça? On le verra dans le cadre du cours. En fonction de l'électronique qu'on va venir associer à la machine, on va pouvoir l'appeler différemment. Bon, c'est des technologies qui sont un peu commerciales aussi.
Et donc la machine synchrone aimant permanent, généralement, on sous-entend que c'est la machine industrielle qui va travailler avec une commande relativement avancée. Si vous prenez une technique brushless, un moteur brushless, ce sera aussi une machine synchrone aimant permanent, mais qui est associée à une commande qui généralement est relativement basique. D'accord, mais au niveau configuration, c'est la même chose. On a bien un enroulement triphasé sur le stator placé dans des encoches. On va avoir un champ donc tournant. On a un champ tournant également produit par les aimants permanents à ce niveau-ci. Les deux champs permanents jouent à cache-cache pour essayer de s'attirer l'un l'autre. Et si vous placez les deux champs à 90 degrés, c'est là que vous aurez la traction maximum. Dans la machine asynchrone, la différence, c'est que le rotor ne tourne pas à la vitesse du champ tournant, alors qu'ici, les aimants tournent bien à la vitesse synchrone, donc la vitesse du champ tournant. Alors que là, vous avez un écart de glissement entre la vitesse du rotor et la vitesse du champ tournant. Bien sûr, les deux champs tournants, statorique et rotorique, eux, tournent à la même vitesse, pour pouvoir également jouer à cache-cache, s'attirer l'un l'autre, nord-sud. Alors, j'ai mis ici des couleurs pour deux mondes. Finalement, il y a un petit peu le monde des toutes petites machines, qu'on va utiliser dans les tout petits mécanismes, qui sont généralement soit des machines DC à aimant permanent, soit des machines synchrones avec une commande ici, par exemple les moteurs brushless. Donc ces deux moteurs-là ici sont généralement utilisés pour des applications et des puissances inférieures à 300 watts, si vous allez chez Maxon Motor, Faulhaber, qui sont les deux grands fournisseurs. Et puis vous avez le monde industriel, plus grosse puissance, avec des puissances qui vont de 300 watts jusqu'à 300 kW, voire plus. Et là on retrouve deux grandes catégories, la principale, le moteur asynchrone triphasé à cache, et la technologie synchrone à aimant permanent qui commence à être de plus en plus utilisée pour des questions d'efficacité énergétique et des rendements qui sont meilleurs. Mais on reste quand même dans des marges qui sont assez faibles par rapport encore aujourd'hui au moteur asynchrone qui a une grosse partie des parts de marché. Alors il faut savoir que toutes ces configurations-là, vous pouvez les avoir aussi bien en moteur qu'en mode générateur. Bon, ici, comme l'idée c'est de pouvoir travailler sur l'électronique de contrôle, ce sera plus souvent le cas moteur qui sera étudié. Vous pouvez a priori avoir des technologies en rotation, ou alors avec un mouvement de translation, que ce soit dans cette technologie-là, dans celle-là, dans celle-là. Alors on l'a vu un exemple tout à l'heure de moteur qui est linéaire, c'était une technologie à aimant permanent, synchrone. D'accord, donc ça c'est généralement le moteur linéaire qui existe aujourd'hui, ils font partie de cette catégorie-ci. On retrouve rarement un moteur asynchrone qui serait un moteur linéaire, même jamais. Mais a priori c'est possible. Et puis vous avez tout ce qui est le monde des servos. Donc le servo c'est sous-entendu asservissement de position. Et donc ça veut dire que ici vous avez un exemple avec une configuration très typique des moteurs par exemple BMH de chez Schneider, qui sont en fait des moteurs destinés au motion, donc au déplacement, aux asservissements de position, et donc des configurations particulières. Alors à quoi se rattache ce servo? À quelle topologie ici? Généralement c'est une technologie synchrone à aimant permanent. Mais a priori, on pourrait avoir un servo moteur de n'importe quel type. Je peux asservir en position un moteur asynchrone. Je peux asservir en position un moteur courant continu. D'accord? Mais généralement, on retrouvera du servo moteur dans cette technologie synchrone aimant permanent, éventuellement en courant continu, mais c'est quand même un peu plus rare maintenant. Alors, il y a des topologies un peu particulières qui viennent s'ajouter. Vous avez les moteurs piézoélectriques qui n'utilisent pas en fait le flux comme élément pour la conversion électromagnétique. Donc là on travaille sur un autre système qui est l'effet piézoélectrique pour faire la conversion électrique vers mécanique, qui est nettement moins efficace, et donc ça n'existe aujourd'hui que quasiment en mode prototypage, mais c'est loin de pouvoir concurrencer la conversion électromagnétique. Alors vous avez les moteurs universels, qui sont des moteurs à courant continu, mais qui sont alimentés en alternatif. D'accord, donc au niveau de topologie, c'est vraiment la même chose que le moteur courant continu, excepté qu'on va avoir un feuilletage au stator et au rotor, mais ils sont alimentés en alternatif. C'est l'exemple de le moteur de votre foreuse que vous branchez sur le 230 volts dans votre prise chez vous. Donc ça, si vous l'ouvrez, vous dites, tiens, il y a des balais, c'est bizarre. C'est pas en continu puisque j'alimente sur la prise.
Et donc c'est bien une topologie de courant continu avec balai, mais qui est alimentée en alternatif. Ça marche aussi. Et puis vous avez les moteurs ici pas à pas, que vous retrouvez par exemple dans les imprimantes. Vous allez avoir un déplacement discret par pas. Alors là on l'associe plutôt à une technologie synchrone, parce que c'est la fréquence d'alimentation du convertisseur qui va dicter en fait l'avancement par pas de votre moteur. Donc on pourrait l'associer vraiment avec les technologies ici, à la différence près que vous avez un angle qui évolue par pas discret, alors qu'ici vous avez une évolution par pas continu. Et généralement vous retrouvez également des aimants permanents au niveau de la machine pas à pas. C'est pas obligatoire, mais la plupart des configurations sont avec aimants. Voilà, on a fait un tour d'horizon des différents types de machines. Un bon résumé, je pense, de ce qu'il faut savoir de base pour s'y retrouver dans les différentes terminologies qu'on va rencontrer par la suite, puisque nous, le but, ce sera de pouvoir piloter un moteur DC aimant permanent, un moteur synchrone aimant permanent, une machine asynchrone triphasée. Éventuellement faire de l'asservissement de position. Alors, allons voir maintenant du côté de la charge. Alors la charge, ça peut être toutes les charges mécaniques que vous connaissez, et ici elles sont rangées par caractéristique couple-vitesse. Alors si vous avez un couple qui est constant en fonction de la vitesse, qui est l'application, comme j'ai déjà expliqué, qui est assez, qui est un peu plus facile, c'est tout ce qui est levage, hein, on l'a vu dans l'ascenseur tantôt de Strepi. C'est tout ce qui est aussi convoyeur, donc les bandes transporteuses, c'est le cas aussi des broyeurs. Donc quelle que soit la vitesse, vous trouvez toujours le même couple. Alors vous avez les applications centrifuges, avec les pompes centrifuges ici, les ventilateurs, les centrifugeuses aussi. Là vous avez un couple qui est quadratique avec la vitesse, donc c'est une charge qu'on rencontre souvent. C'était le cas tantôt de l'explication avec la pompe pour l'efficacité énergétique. Alors après vous avez des couples qui seraient proportionnels à la vitesse, c'est le cas des freins à courant de Foucault, des presses. Voilà, et puis vous pourrez avoir des applications comme la bobineuse qui aurait un couple qui est inversement proportionnel à la vitesse. C'est un peu plus rare. Au niveau de la transmission mécanique, on va résumer les différentes configurations qu'on pourrait retrouver. On va retrouver soit une transmission par chaîne, on va retrouver ici un train planétaire, donc où vous avez les différentes planètes qui vont tourner par rapport à un système d'engrenage extérieur, et l'axe est au milieu. Donc on peut venir ici se mettre sur différentes planètes pour tourner à différentes vitesses. On va avoir la vis sans fin, ou vis trapézoïdale, hein, où on va avoir un pignon qui vient engrener dessus pour avoir un mouvement de translation. On a l'engrenage classique, on a le réducteur bien nécessaire pour nous. Pourquoi? Parce que les moteurs électriques vont tourner relativement vite, donc on va avoir besoin généralement d'un réducteur. Et on a ici un système par crémailleur qui permet aussi de passer d'un mouvement de rotation à un mouvement de translation. Donc voilà les configurations principales. En quoi est-ce que ça nous concerne? Il faut savoir que bien sûr votre rapport de transmission va être un élément assez important. Donc le rapport par exemple du réducteur ici. Ça peut être important aussi parce que les inerties qui sont vues par le moteur ne sont pas forcément les inerties que vous voyez du côté charge, à cause notamment du rapport de réduction ici. Donc ça c'est important aussi de ramener les inerties dans les calculs lorsqu'on est en dynamique du côté moteur. Ça peut être intéressant aussi au niveau de l'efficacité énergétique de l'entraînement de manière générale. Comment connaître le rendement de cette transmission? Est-ce qu'elle impacte beaucoup le rendement de mon entraînement électrique ou non? Qu'est-ce que je peux faire en termes d'efficacité énergétique? Donc la mécanique est quand même un élément indispensable, et étudier une machine électrique sans sa mécanique, ça n'a pas beaucoup de sens. Alors on passe dans le monde des capteurs maintenant. Donc pour rappel, vous avez les capteurs électriques courant tension. Donc par exemple ici avec un lemme de courant, vous faites passer votre fil à l'intérieur et par l'effet Hall vous allez pouvoir sortir une tension proportionnelle à votre courant. Vous avez le capteur de couple ici, relativement rare et cher, mais qui peut être très très intéressant pour avoir l'estimation précise de la puissance mécanique. Et puis vous avez les mesures de vitesse avec les encodeurs. Donc en français c'est plutôt les codeurs,
codeurs incrémentaux. Pourquoi incrémentaux? Parce que vous allez pouvoir sortir un signal carré qui a une fréquence qui est directement liée à la vitesse. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça? Soit parce que vous avez un disque ici avec plein de trous, vous avez un émetteur lumineux, un récepteur. Quand on passe dans un trou, le faisceau passe et est capté par le récepteur, il sort 1. Quand il passe entre deux trous, le faisceau lumineux est coupé et vous retrouvez 0. Et ainsi de suite. Si vous avez une résolution par exemple de 512 pulses par tour, trou par tour, vous aurez ici 500 périodes. Vous pouvez le faire non pas de manière optique mais de manière aussi magnétique. Donc ici vous avez des aimants nord-sud qui remplacent les trous. Et puis là vous avez ici des sondes Hall. Et la sonde elle va dire si je vois un nord par exemple, ok je sors 3V3. Si je vois un sud, je sors 0. En fonction du nombre d'aimants nord-sud que vous aurez mis sur le disque, vous aurez une fréquence ici sur le signal de sortie qui est proportionnelle directement à la vitesse. Alors pourquoi est-ce que on n'a pas qu'un signal sur un codeur mais plusieurs? Généralement au moins 5. Vous avez en général le A, le A bar. Alors le B, donc A bar c'est la négation du A. Le B, donc le B c'est le signal qui est en quadrature, donc qui est à 90 degrés. Ça vous permet de voir le sens de rotation. Il faut voir si A est avant B ou l'inverse. D'accord, mais c'est le même principe, simplement on aurait ici deux systèmes émetteur-récepteur à 90 degrés. Et puis vous avez encore B bar, ça fait le quatrième, et éventuellement le I qui vous donne un pulse une fois par tour. Qui peut être intéressant et d'ailleurs qui sera intéressant par la suite, par exemple pour essayer de connaître votre position. Alors ça reste une position relative parce que vous ne savez pas où est le capteur qui est lié à ce pulse une fois par tour, mais par contre vous savez si vous définissez votre position à partir du I, toutes les positions que vous trouvez après par rapport à ce I là vous permettent d'avoir une sorte de position absolue à partir d'une référence. D'accord. Mais a priori, ça c'est un codeur incrémental, donc il vous donne uniquement la notion de vitesse, sauf moyennant cette petite phase d'autocalibrage qui permettrait d'aller se trouver une position absolue. D'accord. Maintenant, il existe, si vous voulez, une vraie position absolue, des codeurs absolus, qui eux travaillent avec des disques, qui sont dotés de 0, 1, et vous avez à chaque position un code binaire à autant de bits qu'il y a de disques, pour pouvoir retrouver la position absolue. Mais c'est une autre gamme de prix aussi, et donc c'est très peu utilisé. C'est généralement des codeurs incrémentaux qui sont utilisés avec une phase alors d'initialisation. Alors ensuite, vous avez donc le variateur. Donc au niveau du variateur, vous en avez dans toutes les gammes, ça va de quelques dizaines, centaines de watts au niveau industriel jusqu'à plusieurs kilowatts, dizaines de kilowatts, centaines de kilowatts. Alors la différente terminologie dans les différents variateurs, vous avez le plus connu, qui est le variateur de fréquence, qui va piloter la machine synchrone à aimant permanent ou la machine asynchrone. Les variateurs généralement aujourd'hui sont polyvalents pour les deux, pas tous, mais de plus en plus, sont polyvalents pour les deux types de machines, même s'il y a une nuance très importante entre les deux qui est l'autopilotage, qu'on verra dans le cadre du cours. Mais grosso modo, au niveau puissance, on part généralement du réseau, au niveau industriel, on va redresser, faire un niveau de tension DC, et puis réonduler pour avoir la bonne tension et la bonne fréquence pour la machine à courant alternatif. Alors, ça c'est le variateur de fréquence, donc le AC drive. Vous avez aussi l'ancien, je vais dire, variateur DC, qui serait à partir du réseau piloter une machine de puissance à courant continu. Mais comme on l'a dit, c'est de plus en plus rare. Mais on pourrait avoir ici le DC drive, et puis on pourrait avoir simplement une source DC et via un système de hacheur aller alimenter le moteur courant continu. Et puis à partir d'une source DC, on peut aller alimenter une machine à courant alternatif par un simple onduleur. Donc là vous retrouvez les différentes configurations classiques dans les conversions pour piloter les machines. Alors dans chaque drive, vous allez retrouver deux parties. Vous allez retrouver la partie intelligente ici, et vous allez retrouver la partie puissance.
Donc la partie puissance, c'est quoi? Ce sera des interrupteurs de puissance. On va utiliser ça, on va voir pourquoi plus loin, qui vont s'ouvrir et se fermer. Alors ici, vous avez une topologie tout à fait universelle, et toutes les conversions du cours pourraient être résumées par ce schéma-là. Donc c'est intéressant parce que ça vous permet d'étudier qu'un schéma et pas de pas se perdre dans les différents montages qu'on va voir plus loin. Alors pourquoi? Parce que si par exemple vous mettez du DC ici, moins, plus, vous avez l'entrée DC, vous voulez faire de l'alternative monophasée. Vous pouvez piloter ces interrupteurs-là, et vous avez entre 1 et 2 une tension alternative de sortie monophasée. Alors vous voulez par exemple faire du continu à partir du triphasé. Vous allez monter ici en triphasé. Vous pouvez utiliser l'ouverture et la fermeture des 6 interrupteurs pour refaire du continu ici, et vous aurez alors le redresseur. Alors on peut continuer comme ça, hein, et on peut voir qu'on pourrait avoir de l'alternative ici, donc entre ces deux bornes-là, et sortir de l'alternative variable entre la borne 1 et 2. Ouais. Donc ça c'est pas mal, c'est une topologie qui travaille avec 3 bras. Alors attention, en anglais ça se dit jambes, d'accord, mais c'est un bras, et le bras est composé de 2 interrupteurs de puissance qui sont commandés. Donc ça on va voir dans le chapitre suivant. Vous avez un deuxième bras ici et un troisième bras ici, dans une structure qui serait universelle. D'accord? Donc il n'y en a qu'une à retenir, en gros, c'est celle-là. Alors à côté de ça, vous avez la partie intelligente, donc le processeur, ou le FPGA, ou le PC dédié, qui va devoir lui faire la gestion entre tout le reste. Donc c'est un peu la pièce centrale finalement de l'entraînement électrique. Il doit regarder quelle alimentation il a. Il doit ramener via des ADC, par exemple, les retours des capteurs. Il doit pouvoir communiquer avec le PC pour être programmé et ou pour avoir une supervision et ou pour programmer la commande. Le moteur, en fonction du type de moteur, le contrôleur va devoir évidemment avoir une partie intelligente qui est différente pour commander ça correctement. Donc la partie ici, évidemment, est importante. Elle est de plus en plus évolutive, puisqu'aujourd'hui on a des FPGA qui sont très rapides, qui permettent de faire des commandes assez impressionnantes. Et puis vous avez aussi des petits composants, comme vous connaissez bien, l'Arduino, qui permettent déjà de piloter aujourd'hui des petits moteurs pour jouer dans, bon évidemment c'est pas de l'industriel, mais voilà, aujourd'hui c'est vraiment développé au niveau de la micro-informatique. La tâche de calcul qu'on peut donner et demander de faire sur ces petites puces là est assez impressionnante, et c'est ce qui va nous permettre notamment de piloter une machine à courant alternatif qui est plus compliquée qu'une machine à courant continu, mais c'est ce qui permet de piloter aussi facilement qu'une machine à courant continu. Donc on va voir qu'on peut lui demander en mission pas mal de calculs pour essayer de piloter une machine à courant alternatif aussi bien qu'une machine à courant continu. Ça c'est vraiment très très intéressant parce que ça permet d'éviter tous les problèmes qu'on a avec la machine à courant continu et d'utiliser des machines à courant alternatif, ce qu'on ne pouvait pas faire quand la capacité de calcul et le développement en électronique de puissance n'étaient pas aussi aboutis qu'aujourd'hui. Donc si on retourne 20 ans en arrière ou 30 ans en arrière, on n'avait pas toute cette possibilité pour pouvoir piloter des entraînements industriels. C'est grâce à ces deux évolutions, l'électronique de puissance et la micro-informatique, qu'on peut aujourd'hui faire un peu tout ce qu'on veut. Alors il faut enfin pouvoir interfacer son drive. Généralement, vous allez soit avoir le plus basiquement possible une petite HMI locale, donc une interface avec des quelques boutons, un petit écran, ça c'est pas très pratique. Vous avez après l'interface PC qui est généralement vendue avec votre drive, par exemple ici une interface de chez Leroy Sommer, où on va avoir accès aux différents paramètres d'un variateur. Il faut savoir que pour un variateur classique, vous avez à peu près 1000 paramètres dans le drive. Vous avez ici par exemple, c'est une vingtaine de menus avec 50 paramètres. Alors qu'est-ce que vous trouvez dans les paramètres? Beaucoup de choses qu'on va analyser. On va essayer de voir, tiens, le jour où on ouvre ça, à quoi ça correspond tous ces paramètres-là et comment est-ce qu'on règle ça. C'est un peu le but du cours. Et puis vous avez toute la communication avec. On voit ici qu'il est en vert. Hop, ça veut dire qu'il est en train de communiquer. Qu'est-ce qu'on a comme possibilité de communication? Est-ce qu'on a un Ethernet TCP/IP? Est-ce que quel support de communication, quel
quel type de message, etc. Alors si l'interface vendue par le constructeur ne vous satisfait pas et que vous voulez personnaliser ça à votre application, vous pouvez ici, via une interface par exemple LabVIEW de National Instrument, vous pouvez interfacer comme vous voulez et repersonnaliser votre interface. Vous voulez un petit bouton qui impose la vitesse, vous mettez un bouton. Vous voulez voir un graphique avec la vitesse, vous le faites. Donc dans LabVIEW, vous avez toujours la partie face avant, c'est ce que l'utilisateur verra et avec quoi il jouera. Et puis vous avez la partie code derrière. Vous voyez que c'est pas un code en ligne de code comme un C, c'est plutôt sous la forme d'une bibliothèque et d'une documentation très impressionnante qui va vous permettre de construire votre code, mais de manière assez sympathique pour les électromécaniciens. Ça va. Donc c'est plutôt assez convivial par rapport à du code pur et dur. Voilà, je vous propose de clôturer ce chapitre d'introduction en allant voir un petit peu chez deux fournisseurs de moteurs. Alors j'ai pris un industriel, Leroy Sommer, un peu au hasard, puisqu'il y a moyen d'aller voir aussi chez les concurrents Siemens, ABB, etc., où on va retrouver toujours la même topologie des produits. Et puis on ira voir aussi dans une gamme beaucoup plus petite puissance pour les moteurs Maxon Motor, pour les applications de l'ordre de la dizaine de watts. Alors si on va chez Leroy Sommer, donc on est dans les moteurs industriels, et qu'on va dans la gamme de produits, on va retrouver des moteurs asynchrones, des moteurs asynchrones avec un frein intégré. On va retrouver, vous voyez qu'on ne trouve plus des moteurs courant continu, mais on retrouve quand même un variateur d'essai ici. Donc le variateur d'essai, voilà, il n'y a qu'une gamme possible, donc parce que comme on l'a déjà dit, les produits moteurs courant continu pour des puissances importantes disparaissent et sont remplacés par donc des variateurs de fréquence. Donc voilà les variateurs de fréquence classiques avec le produit phare qui est l'Unidrive M dans cette marque-ci. Et puis voilà, après on peut s'amuser à aller se balader dans les différentes gammes de variateurs. On voit qu'il y a du Power Drive, du Unidrive. On va essayer de comprendre un peu les différences lors des chapitres qui traitent sur ce sujet-là. Et en termes de moteurs, qu'est-ce qu'on retrouve encore? On retrouve des moteurs, donc dans les gammes de moteurs asynchrones, on va voir que il y a moyen d'aller faire son choix en monophasé, en triphasé, avec donc des moteurs, ça dépendra du matériau utilisé pour le carter par exemple, des normes de rendement, on voit ici des normes de rendement IE2 par exemple, on parle, ce que j'expliquais tout à l'heure, des ensembles variateurs moteurs intégrés, et des moteurs qui sont spécialement prévus pour la vitesse variable, donc lorsqu'ils seront associés avec un variateur de fréquence. Donc c'est ces deux gammes-ci, et en l'occurrence le LSMV que vous rencontrerez d'ailleurs au laboratoire. Voilà, il y a des moteurs pour applications spécifiques, mais le principe reste quand même toujours le même. Alors on peut aller voir une gamme de moteurs un peu plus innovant, donc c'est le moteur ici synchro-reluctant à aimant. Donc c'est-à-dire qu'ils utilisent, c'est une technologie synchrone, à aimant permanent classiquement, mais qui peut combiner aussi l'effet de la reluctance variable. Alors qu'est-ce que c'est la reluctance? C'est le fait qu'une pièce de fer va avoir tendance à aller s'aligner sur un champ magnétique qui lui est imposé. Et donc on va avoir un couple reluctant qui pourrait venir s'additionner au couple qui viendrait d'une attraction nord-sud par des aimants permanents. Et donc ici c'est le produit d'Ineo, où on promet des hautes performances, vous voyez c'est toujours les mêmes les exigences qui sont en fait relevées. On parle d'un rendement ici déjà dans la norme supérieure à IE5, on parlait tout à l'heure de I1, IE2, IE3, IE4, IE5. On voit aussi les différentes exigences du milieu industriel, la robustesse, la fiabilité, un couple qui est garanti dans une large plage de vitesse, etc., etc. Voilà, alors à l'œil, je vais dire, on ne sait quasiment pas distinguer une machine synchrone de ce type-là avec le moteur asynchrone, parce que finalement les stators sont identiques, et donc il faut presque faire tourner l'arbre à la main pour sentir si on a affaire à une cage sur le rotor ou si on a affaire à des aimants permanents.
Alors on devrait retrouver toute la partie mécanique dont on a discuté aussi auparavant avec les systèmes motoréducteurs, donc où le réducteur est directement intégré sur l'arbre pour réduire la vitesse des moteurs qui sont généralement à des vitesses importantes. Voilà pour un petit parcours, bon évidemment après en 5e année, donc dans la dernière unité d'enseignement destinée à l'électrotechnique. On s'occupera du dimensionnement et du choix des moteurs, des variateurs de fréquence, des capteurs, et donc on n'en est pas encore là à ce stade-ci. Si on va voir un peu chez Maxon Motor, donc là on passe dans des gammes de moteurs beaucoup plus petits, donc on est en dessous de 300-400 watts. On va retrouver deux produits phares également. On a le moteur ici synchrone AM en permanent, on pourrait dire que c'est un petit peu l'analogue du moteur d'Ineo qu'on vient de voir, qui sont ici dit les moteurs EC à commutation électronique. Ce sont des moteurs donc synchrone AM en permanent. Et puis vous avez le concurrent, donc le moteur courant continu, qui retrouve encore à peu près sa seule application dans ces gammes de puissance là, avec le moteur DCX qui est un nouveau produit ici chez Maxon Motor. Quelque chose d'assez particulier ici, c'est que vous voyez le bobinage. Donc le bobinage est autoportant, donc c'est-à-dire qu'il est il n'est pas bobiné sur une pièce ferromagnétique, donc il n'y a pas de fer. D'ailleurs on parle de moteur ironless, et donc le moteur est rigide de par lui-même. Le bobinage est rigide de par lui-même. Qu'est-ce que ça a comme avantage? Le fait de ne plus avoir du fer, ça va réduire votre poids et ça va réduire l'inertie du moteur. Donc on va avoir des moteurs plus légers et qui permettent d'atteindre des dynamiques plus élevées. Quel est l'inconvénient? C'est que si vous retirez le fer dans un moteur, vous avez le flux qui est moins bien canalisé, et donc on pourrait imaginer qu'à ces petites puissances là c'est pas encore trop grave, mais qu'aux puissances plus importantes on ne pourrait pas se passer du fer pour pouvoir aiguiller, si je peux dire, le champ magnétique. Alors l'électronique de contrôle est l'IPOS, donc 4 actuellement. L'IPOS 4 ici, donc qui va avoir une interface USB, qui va avoir des possibilités d'entrée-sortie, comme par exemple un potentiomètre qui voudrait donner la consigne. L'IPOS permet de piloter aussi bien les moteurs DC que les moteurs EC. Et on va aussi devoir s'attacher aux capteurs, ici avec les capteurs qui sont directement greffés sur les moteurs, donc comme ici vous avez ici un codeur, vous en avez un là aussi, et puis vous avez la partie mécanique avec les réducteurs qui sont ici. Donc on retrouve là tous les éléments d'un système d'entraînement électrique. Voilà, je pense que la gamme de produits, donc la recherche sur catalogue, le dimensionnement, ça on va laisser pour l'unité qui suit, l'unité d'enseignement qui suit. Et ici on va s'attacher à essayer de comprendre les principes fondamentaux de ce qui se passe à l'intérieur de ce boîtier-là, principalement. Ce qui se passe dans les moteurs, normalement c'est déjà connu avec l'unité d'enseignement qui précède. Voilà, c'est tout pour ce chapitre-là, et donc je vous invite à suivre la vidéo suivante.